Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Je suis très content de faire cette conférence que j'adore. C'est vraiment une de mes conférences préférées. Et je vais vous parler des femmes et de la science. Alors, quelle est aujourd'hui la vision qu'on a de la femme? Alors souvent dans le grand public, la femme, on la voit douce, drôle, fragile. Forcément, on pense à la chanson de Julien Clerc. On la voit aussi belle, princesse. Et on a comme ça tout un tas de clichés sur la femme. Je vous passe les détails, mais je vous en ai mis ici quelques-uns. Et finalement, la femme scientifique, la femme intelligente, la femme intellectuelle, ben, c'est pas un truc qui est super à la mode et c'est pas un truc qui est tellement repris ou tellement médiatisé, à mon grand regret. Alors, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher un peu ces femmes, ces grandes femmes scientifiques. Et j'ai eu le sentiment de courir après l'Arlésienne, enfin d'attendre après l'Arlésienne. Et à un moment donné, j'ai cru que la piste du Dahu était plus prometteuse que la femme scientifique. Puis finalement, non, je me suis repris, je me suis dit non, non, j'ai quand même plus de chances de rencontrer une femme scientifique. Mais je dois avouer que ça a été assez compliqué à appréhender. Alors j'ai passé une petite annonce, homme petit, barbu, à lunettes, je ne vois pas du tout qui, cherche femme intelligente et scientifique. Et là, tout de suite, malaise, c'est que la femme scientifique, la femme intelligente, la femme intellectuelle, ça démange un peu, ça gratte, ça pique les fesses, comme on dit. Alors, on va voir un peu d'où on vient, parce qu'on vient de très loin, et on va repartir 150 ans en arrière. 150 ans en arrière, le plus grand spécialiste mondial du cerveau, c'est Paul Broca, un médecin français. C'est un des meilleurs experts, hein. Et Paul Broca a publié ceci, il dit « Il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. » Donc ça, c'est 1861. Et à l'époque, on pensait que, en gros, l'intelligence est proportionnelle à la taille du cerveau. Comme les femmes ont un cerveau plus petit, c'est normal qu'elles soient moins intelligentes. Et ça, c'est vraiment la pensée de l'époque par les plus grands spécialistes, hein. Paul Broca, il a même donné son nom à une aire du cerveau qui est, de manière presque amusante, c'est une des aires dédiées au langage. C'est celle qui apparaît en rouge sur le petit schéma. Alors vous allez me dire, ouais, mais maintenant on est en 2019, 2020, on a évolué. Alors je me suis amusé à faire un truc authentique, hein, vous pourrez vérifier. Je me suis dit, tiens, je vais regarder l'intelligence au féminin dans Wikipédia. Et j'ai cherché l'homme le plus intelligent du monde, la femme la plus intelligente du monde. Alors l'homme le plus intelligent du monde qui ait jamais existé, c'est James William Sidis. Et voilà ce qu'en dit Wikipédia. Il marche à 8 mois. Il lit le journal Le New York Times à l'âge de 1 an et demi. Il étudie le latin à 2 ans. À 8 ans, il parle avec facilité 8 langues, dont le français, l'allemand, le russe, le grec, le latin, l'hébreu, l'arménien et le turc. En plus des langues complexes. À 8 ans, il réussit l'examen d'entrée à Harvard, mais comme il est trop jeune pour être admis, on lui interdit l'entrée. Il finit par y rentrer 3 ans plus tard, à l'âge de 11 ans, et ressort à 16 ans, en 1914, avec une mention brillante. Vous voyez que l'homme le plus intelligent au monde, selon Wikipédia, c'est quelqu'un de brillant, qui parle plein de langues, qui réussit tout, qui est merveilleux. La femme, maintenant. La femme la plus intelligente au monde, dans Wikipédia, est décrite comme ceci. Elle s'appelle réellement Marilyn Vos-Savant, c'est son vrai nom. Et voilà ce qu'en dit Wikipédia. Elle a prétendu posséder l'un des quotients intellectuels les plus élevés au monde. Ça a été indiqué dans le Guinness Book des records, qui depuis lui a retiré cette mention. Cette assertion est sujette à controverse. D'après les indications qu'elle apporte, à l'âge de 10 ans, elle aurait passé le test de Stanford Binet pour adultes et obtenu un score important.
Vous voyez que autant l'homme intelligent on le présente de manière extrêmement flatteuse, il a fait ci, il a fait ça. Par contre, la femme, d'emblée, c'est une prétentieuse, hein, on a le doute en tout cas. Alors, une question à laquelle la science a apporté une réponse depuis longtemps, c'est le cerveau a-t-il un sexe? Alors, on sait très bien que le cerveau n'a pas de sexe, hein, c'est-à-dire que grosso modo, il n'y a pas un cerveau masculin et féminin, il y a des toutes petites différences, mais qui concernent principalement la production d'hormones. Mais en termes de capacité intellectuelle et cognitive, il n'y a aucune différence entre un cerveau d'homme et un cerveau de femme. Et pourtant, il y a quand même une forme d'intelligence au féminin où la femme est plus, ou beaucoup plus, la femme intelligente est beaucoup plus dans l'adaptation. Et c'est ce que j'expliquais la semaine dernière sur la conférence sur le QI, c'est que je pense que pour une femme, c'est beaucoup plus difficile d'assumer que de rentrer un soir et de dire à son mari, voilà, j'ai trouvé la source de mon mal-être et de mes problèmes. Voilà, la cause, c'est que je suis beaucoup plus intelligente que toi. Alors que le mec, lui, il va dire, ouais, ok, c'est flatteur, je sais bien, je suis content, il va bomber le torse. Pour une femme, c'est un peu plus compliqué. Et les femmes sont beaucoup plus dans la subtilité, dans l'adaptation, par rapport à tout un tas de phénomènes. Et ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, vous savez, c'est le fait de ne pas s'autoriser à se reconnaître HQI. C'est de dire, ouais, ouais, ok, par exemple, des nouveaux ennemis à Mensa sont beaucoup dans le syndrome de l'imposteur. Ils vont dire, bon, bah, ok, j'ai réussi les tests, mais j'ai eu de la chance. Par contre, vous êtes intelligent. Eh bien, j'ai trouvé, à titre personnel, qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui développaient ce syndrome que l'homme. Alors, je vais vous raconter quand même une petite histoire qui est une expérience authentique. On a cherché à mesurer l'intelligence d'un groupe. C'est qu'on sait depuis longtemps, avec tous nos tests, la WAIS, et les WISC et tout ce que vous voulez, on sait mesurer l'intelligence d'un individu. Et il y a un projet de recherche où on a cherché à voir si on pouvait mesurer l'intelligence d'un groupe. Et on est arrivé à mettre au point des tests pour faire travailler des groupes et mesurer le QI du groupe, en fait, la capacité du groupe. Et bien évidemment, après, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'un groupe a été plus intelligent qu'un autre? Est-ce que c'est le QI le plus élevé qui a tiré tout le monde vers lui? Est-ce que c'est le QI moyen du groupe qui est plus élevé qui donnera les meilleures performances? Est-ce que c'est un autre critère? Eh bien, figurez-vous qu'il y a 3 critères qui sont sortis en premier, quasiment à égalité. Mais celui qui est sorti en tout premier, c'est que l'intelligence d'un groupe est forte quand il y a beaucoup de femmes dans le groupe. C'est le nombre de femmes dans le groupe qui détermine l'intelligence collective du groupe. Alors, il y a plusieurs théories par rapport à ça, mais en gros, et ce à quoi je crois, c'est que d'une part, je pense que devant un public un peu plus féminin, il y a peut-être des mecs qui vont être plutôt enclins à vouloir un peu se montrer, faire le beau, faire les kékés. Et d'autre part, et c'est surtout ce qui a été démontré par l'étude, c'est que les femmes ont plus de capacité à laisser s'exprimer l'autre. Vous voyez, cette adaptation et cette souplesse, et à laisser s'exprimer des gens intelligents de manière beaucoup plus fine et subtile que ne le feraient des hommes. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé intéressant que l'intelligence d'un groupe soit surtout déterminée par le nombre de femmes dans le groupe. Alors, toujours dans ma quête de femmes scientifiques, brillantes, je me suis dit, on va regarder les prix Nobel. Ça, c'est quand même un truc, c'est imparable. Voilà. Depuis 1901, on n'a eu que 51 femmes distinguées, c'est-à-dire 5%, et 95% étaient des hommes. Et alors, il faut juste que je corrige un tout petit peu ce diaporama, puisque cette année, on a eu 2 femmes récompensées. Et globalement, on sent bien que la tendance est d'admettre de plus en plus de femmes au prix Nobel. Vous voyez, ça, c'est une infographie par tranche de 20 ans. Et je dirais des années 1900 aux années 1960, par tranche de 20 ans, on n'avait que 4 femmes Nobel. Puis après, jusqu'aux années 2000, on était plutôt sur une petite dizaine de Nobel, au total, hein. Et puis, sur les périodes depuis 2000, on est plutôt sur une vingtaine. Donc, on voit bien que les femmes sont de plus en plus reconnues dans leur intelligence, mais quand même, ça fait 120 ans quoi, pour qu'on y arrive. C'est quand même beaucoup. Le chemin est court. Quand on regarde en détail quels sont les prix Nobel attribués, donc hormis
les deux femmes qui ont été récompensées cette année, eh bien, le prix Nobel le plus attribué aux femmes, avec 17 attributions, c'est le prix Nobel de la paix. Mais si vous regardez bien quelles sont les femmes qui ont eu ces prix Nobel, c'est une religieuse qui lavait le pied des malades, c'est Malala qui a été malheureusement attaquée parce qu'elle allait à l'école, c'est une femme yézidi qui a été violée, torturée, etc. C'est-à-dire que on aime bien quand vous souffrez, hein, mesdames. Et là, on vous reconnaît, si jamais vous ne dites trop rien et vous gérez ça bien, on a envie de vous donner le prix Nobel de la paix. Mais c'est pas pour avoir fait la paix, c'est peut-être presque pour qu'on vous foute la paix finalement. La littérature, ça marche bien aussi, hein. Vous pouvez écrire, vous pouvez parler, on vous reconnaît ça. La médecine aussi, mais ça, c'est d'une culture assez ancienne. La médecine est très féminisée. Par contre, chimie, 5 Nobel, physique, 3, économie, 1. Donc, dans les sciences dites dures et l'économie, il y a vraiment très, très peu de Nobel, quoi. À part, je vous dis, cette année, en 2020, on a eu Jennifer Doudna et Emmanuel Carpentier qui ont eu le prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur le CRISPR-Cas9, c'est le ciseau génétique. Très prometteur, d'ailleurs. Alors, vous connaissez le jeu Où est Charlie? Eh ben, je vous propose sur cette photo qui a été prise lors d'une conférence en 71 sur la biologie des baleines, je vous propose de chercher où est la femme. Voilà, ça c'est conférence scientifique 1971, donc c'est quand même encore un peu récent, hein. Si vous regardez bien, cette femme est là. Alors pourquoi cette photo est connue? Parce que elle est connue depuis très peu de temps. C'est extrêmement récent. C'est une chercheuse qui faisait des travaux de recherche sur justement la discipline et s'est rendue compte que tous les hommes étaient cités, sauf la femme. Et vous voyez que la femme, elle est vraiment en arrière-plan, cachée. Et donc il y avait les noms de tous les hommes, sauf d'elle. Et la chercheuse a dit, c'est pas normal, on va lui rendre au moins hommage par rapport à sa présence. Et cette femme-là a été citée dans la légende 47 ans après la prise de la photo. Et elle raconte une anecdote, c'est que quand elle a cherché un poste pour travailler à l'université, on lui a dit, ouais, ok, vous avez un doctorat, mais vous avez fait un travail de secrétariat. Et elle a eu cette réponse en disant, mais monsieur, j'ai fait de trop longues études pour être votre secrétaire. Et elle a refusé avec beaucoup d'intelligence. Alors, comme ça ne suffisait pas, eh bien, il y a aussi d'autres phénomènes que j'ai souhaité évoquer ici, que j'ai appelés les effets et les menaces. Le premier effet, qui est un effet connu, c'est ce qu'on appelle l'effet de harem. L'effet de harem, c'est un phénomène sociologique qui est observé en sciences principalement, qui fait que lorsqu'un homme scientifique réussit, qu'il est en position de pouvoir, il va s'entourer de jolies femmes. De jolies femmes qui seront dans des positions subordonnées. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas pour valoriser ces femmes-là, il ne le fait pas pour qu'elles soient reconnues pour leurs travaux, pour leur intelligence, Non, non, il le fait pour se flatter lui-même, c'est dire, voilà, regardez, moi je suis tellement bien que je suis entouré de jolies femmes et des femmes brillantes et intelligentes tout autour de moi. C'est-à-dire ce sont juste des faire-valoir. Et cette photo illustre bien, hein, je trouve, le phénomène et ça se passe de commentaires. Il y a un deuxième problème, c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype, et en particulier en mathématiques ou en physique-chimie, pardon. La menace de stéréotype, c'est un phénomène qui est intéressant, qui fait qu'on tend à adopter le comportement du stéréotype dans lequel nous sommes. Je vais vous donner un petit exemple. Si on dit à une population, notamment de femmes, que les femmes ne sont pas faites pour la science, eh bien les femmes seront mauvaises en sciences. C'est-à-dire que inconsciemment, elles vont adopter le stéréotype dont elles sont affublées. Et il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées là-dessus. Par exemple, il y en a une qui est amusante, c'est qu'on a donné à des étudiants un devoir de mathématiques en leur disant, il n'y a pas de genre, c'est que les femmes réussissent aussi bien que les hommes, et les femmes ont réussi aussi bien que les hommes. Et quand on a donné le même devoir à une classe en leur disant, ce devoir-là, les hommes réussissent très bien, mais les femmes ont beaucoup de mal, et bien les femmes ont été beaucoup plus en difficulté.
Il y a une autre expérience toujours en mathématiques où on a donné un devoir de construction mathématique en disant c'est des maths, c'est compliqué pour les femmes, et les femmes ont vraiment raté ce devoir-là. Et en donnant la même construction, mais en disant que c'est du dessin, les femmes ont réussi. C'est-à-dire que c'est un phénomène finalement d'auto-adhésion aux stéréotypes dans lequel on nous enferme. Comme ça ne suffisait pas, il y a encore un autre effet qu'on appelle l'effet Mathilda, qui est lui-même décliné d'un autre effet, c'est que même quand la femme arrive à passer tous les obstacles, qu'elle est brillante, qu'elle a des résultats, eh bien, malheureusement, ces découvertes, elles se les font voler par des collègues masculins, voire portées par des collègues masculins. Alors vous allez me dire, oui, ben, dans le monde de la recherche, des gens qui piquent les idées des autres, c'est fréquent. Oui, c'est fréquent, y compris pour les hommes, sauf que pour les femmes, c'est 10 fois plus. Alors on peut citer comme ça Alice Ball, qui a découvert un traitement contre la lèpre, Rosalind Franklin, je vous en parlerai tout à l'heure avec la structure de l'ADN, Marthe Gauthier, la conquête spatiale, la trisomie 21, Jocelyn Bell, etc. Je vous en parlerai un petit peu de quelques-unes de ces femmes. Alors, finalement, les femmes scientifiques, on les connaît. On connaît tous au moins une. Allez, Marie Curie. Alors, Marie Curie, c'est une de mes stars, bien sûr. Même si les gens connaissent un peu son histoire, je vais quand même la replacer. Marie Curie, c'est une jeune Polonaise qui fait des études brillantes. Et à l'époque, en Pologne, les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'université, comme dans beaucoup de pays d'Europe d'ailleurs. Et donc, elle commence à travailler, elle économise de l'argent pour pouvoir venir en France, où là, elle a pu continuer ses études. Donc, elle a travaillé, elle a payé les études de sa sœur, et après, elle est venue en France pour poursuivre son cursus. Et en attendant, elle a fait ce qu'on appelle l'université volante. L'université volante, c'est une université clandestine qui permettait aux femmes d'étudier sans se montrer, en fait. Il n'empêche que Marie Curie est la première femme à recevoir un prix Nobel. Et d'ailleurs, ça a été fait à la demande expresse de son mari, Pierre. C'est que Pierre Curie a écrit au président du Nobel en lui disant, voilà, il se dit que je pourrais avoir le prix Nobel de chimie, enfin de physique, le premier, pardon. Si je devais l'avoir, ma femme a travaillé autant que moi sur le projet, et donc il serait normal qu'elle partage ce prix avec moi. Et c'est ce qui a été fait. Ça a été la première et la seule femme à recevoir 2 prix Nobel, un en physique et quelques années plus tard, un autre en chimie. C'était la première femme professeure et titulaire d'une chaire à la Sorbonne, parce que malheureusement, son mari Pierre est décédé de façon accidentelle d'un accident de cab, vous savez, les voitures à chevaux. Et elle a pris sa chaire à l'université à la Sorbonne. Je vais vous en reparler après. C'était la première femme en France à obtenir un doctorat en sciences, la première femme lauréate de la médaille Davy, qui est une médaille prestigieuse de chimie. Elle a été aussi la première femme en France directrice d'un laboratoire universitaire, la première femme au congrès Solvay. Vous vous souvenez, le congrès Solvay, c'est là où il y avait les plus grands scientifiques du monde qui se réunissaient. C'est là où il y avait notamment Einstein, Bohr, etc. Elle a également été la première femme à rentrer au Panthéon. Donc c'est quand même une sacrée personnalité, quoi. Une femme qui a tout cassé sur son chemin. Et d'ailleurs, elle est rentrée au Panthéon, elle est enterrée encore, faut le savoir, dans un cercueil de plomb parce qu'elle irradie encore, hein. Dans les petites anecdotes, elle a refusé la Légion d'honneur avec son mari. Tous les deux l'ont refusé. Pierre Curie avait déclaré, mais elle était d'accord avec ça, elle a dit je n'en vois pas la nécessité. Et Marie Curie avait rajouté en science, nous devons nous intéresser aux choses et non aux personnes. Et c'est très vrai d'ailleurs. Il y a une autre anecdote, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, je n'ai pas trouvé ni de confirmation ni d'infirmation, donc c'est un truc qui circule. C'est qu'un jour, il y a un journaliste qui a demandé à Marie Curie qu'est-ce que cela fait d'avoir épousé un génie. Et Marie Curie aurait eu cette réponse, elle lui a dit je ne sais pas, allez donc poser la question à mon mari. Voilà, j'aime beaucoup sa réponse. Toujours est-il que son mari décède de manière accidentelle, elle prend le cours
de son mari. Et à la fin, elle a une ovation extraordinaire, des journalistes de partout, des gens qui lui jettent des bouquets de fleurs, des applaudissements à tout rompre, et ça a été vraiment un phénomène très, très particulier. D'ailleurs, personne ne l'a tutoyée, personne ne l'appelait par son prénom, c'était Madame Curie. Toujours dans les choses que je trouve vraiment très étonnantes, en 1916, elle était déjà titulaire du permis de conduire. À l'époque, il y avait, à mon avis, pas beaucoup de femmes qui l'avaient. Et elle s'en est servie pour aller soigner les malades sur le champ de bataille, puisque c'était la guerre 14-18. Il n'empêche qu'elle a eu une aventure avec Paul Langevin, qui était un autre grand scientifique, et ça a fait un tollé phénoménal, et toute la presse lui est tombée dessus, malgré tout ce qu'elle a fait, hein. Toute la presse lui est tombée dessus, c'est monté jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Le ministre a dit mais qu'est-ce que c'est que cette Polonaise qui vient corrompre nos époux, que cette femme retourne d'où elle vient, en Pologne, etc. Voilà, ça a été très très mal vécu. Il y a eu des pressions pour qu'elle ne reçoive pas son deuxième prix Nobel. Et Marie Curie est restée très droite. Et elle a eu le soutien d'Einstein, d'ailleurs, qui lui a fait une très belle lettre pour lui dire non, mais ne vous laissez pas intimider, vous méritez ce prix. Et elle a écrit au président des prix Nobel pour dire écoutez, voilà, je ne vous demande pas de me juger, je vous demande de juger mes travaux et ce que j'ai fait, et uniquement cela. Il y a une anecdote que je trouve amusante, c'est une revue qui s'appelle Le Journal, qui, en 1906, après son tout premier cours inaugural, je suis désolé d'avance pour les horreurs que je vais dire, voilà ce qui est écrit par le journaliste après le premier cours de Marie Curie. Il dit « C'est une grande victoire féministe que nous célébrons ce jour, car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle ? En vérité, je vous le dis, et là c'est terrible, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. » Voilà, ça c'est 1906, c'est la façon de penser. J'ai un peu honte des horreurs que je dis, mais c'est ce qui a été écrit. Marie Curie avait mis au point pendant la guerre des voitures qui transportaient de quoi faire des radios et qui permettaient de soigner directement sur place les malades. Et elle a installé également des postes fixes de radio pour, pareil, soigner les malades. Et on pense que grâce à elle, il y a eu à peu près 1 million de personnes qui ont été secourues et plus d'1 millier qui ont été secourues par Marie Curie elle-même. C'est-à-dire qu'avec les voitures qu'elle avait conçues, elle allait sur les champs de bataille, elle conduisait elle-même les voitures, elle allait soigner les gens pendant la guerre. Voilà, vraiment une sacrée bonne femme. Mais à part Marie Curie, vous connaissez qui comme grande femme scientifique ? Allez, avouer que globalement, pas tant que ça finalement. Et moi, c'est ça qui me dérange. Donc ce soir, j'ai voulu rendre hommage à quelques femmes que je trouve remarquables et j'ai envie de vous les présenter dans ce qu'elles sont, ou ce qu'elles ont été pour la plupart, et je vous laisserai juger. On va commencer par l'informatique. L'informatique, je suis prof d'informatique, j'ai 99% de mes élèves qui sont des hommes. Mais vous croyez que l'informatique, c'est une discipline scientifique masculine ? Ben, vous vous trompez. Le premier programme informatique a été fait par une femme qui s'appelle Ada Lovelace. Ada Lovelace, de son vrai nom Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, née Ada Byron, c'est la fille naturelle de Byron, mais Byron ne l'a jamais connue. Et c'est Ada Byron ou Ada Lovelace qui a fait le premier programme informatique sur l'ancêtre de l'ordinateur actuel, c'est la machine de Babbage. Et donc, le premier programme informatique a été fait par une femme, Ada Lovelace. Et d'ailleurs, il y a un langage qui porte son nom en hommage à Ada Lovelace. C'est le langage Ada, bien sûr. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a enrôlé beaucoup de femmes et on les appelait les calculateurs humains ou les calculatrices humaines. C'est-à-dire qu'on leur faisait faire beaucoup de calculs parce que les hommes étaient plutôt sur les champs de bataille. Et on a inventé le terme de kilogirl. Kilogirl, c'est pour désigner 1000 heures de calcul faites par une femme. Et issu de ces kilogirls et de ces calculatrices humaines,
Eh bien, on a eu des grandes avancées. Par exemple, ici, vous avez l'ENIAC. Alors, l'ENIAC, c'est le premier ordinateur tel qu'on le conçoit aujourd'hui. C'est l'ordinateur, d'ailleurs, c'est à peu près la même architecture que l'ordinateur actuel, sauf que c'est miniaturisé. Vous voyez que la femme qui est à gauche, elle porte une barrette mémoire. Enfin, d'après moi, c'est une barrette mémoire. Aujourd'hui, ça mesure quelques millimètres ou centimètres. Et il y a 6 femmes qui ont vraiment fait de grandes avancées dans la recherche informatique, parce qu'à l'époque, l'informatique était une discipline très féminisée. Ces femmes-là, bah, c'est entre autres McNulty, Betty Snyder, Marilyn Westcott, etc. Et Betty Snyder, lors de son premier jour de cours à l'université de Pennsylvanie, a eu cette remarque, c'est que son prof de maths lui a demandé si elle serait pas mieux à la maison à élever des enfants. Donc c'est vraiment pour les femmes, ça a vraiment été compliqué de rentrer un peu dans ces métiers-là. Toujours dans l'informatique, Grasshopper, eh ben, on ne le sait pas, mais c'est elle qui a inventé le premier compilateur en 1951. Et c'est elle qui a inventé le langage informatique qui est très connu, qui s'appelle le COBOL, qui existe encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a plein de programmes en COBOL. Eh ben, c'est une femme. Et les femmes, on leur doit énormément de tous les concepts informatiques, surtout d'un point de vue programmation logicielle. Les hommes étaient plus, par exemple, comme von Neumann et autres, étaient plus sur l'architecture, la construction de l'ordinateur, mais tout ce qui est logiciel et système d'exploitation et premier langage, on le doit beaucoup aux femmes. Je vais vous parler maintenant d'une autre personne qui est Lise Meitner. Alors j'ai un peu de tendresse pour elle. Lise Meitner, elle est née en 1870 à Vienne, en Autriche. Et alors qu'elle a une vingtaine d'années, l'université qui était interdite aux femmes, donc c'est une femme brillante, hein, se met à être autorisée aux femmes. Sauf que pour être admis à l'université, il faut avoir l'équivalent du bac. Et que bien évidemment, comme elle n'a pas pu aller jusqu'au bac, elle n'a pas pu rentrer à l'université. Et donc, on lui propose de passer un examen d'entrée en tant que candidate externe. Évidemment, elle fait une préparation avec 3 femmes, enfin, dans un petit groupe de 3, donc 2 plus elle. Elle réussit de manière extrêmement brillante à être admise à l'université. L'université de Vienne, elle a alors 22 ans. Vienne en Autriche. Hein. La première année, Lise Meitner s'inscrit à quasiment la totalité des cours de physique, chimie, mathématiques et botanique. C'est-à-dire, elle a tellement envie d'apprendre, elle a tellement soif, elle a eu tellement de désir d'apprendre les matières scientifiques qu'elle s'inscrit à quasiment la totalité des cours. Et elle se concentre très vite sur la physique. La seconde année, elle suit tous les cours donnés par Boltzmann, qui était un très grand scientifique. Et ça lui vaut d'obtenir le doctorat avec la plus haute mention en 1906. Donc vraiment une intellectuelle brillantissime qui a eu beaucoup de mal. D'autant plus de mal qu'en tant que femme, elle n'a aucune perspective de carrière. C'est qu'en gros, on lui dit « Ok, tu as eu ton doctorat, c'est bien, mais on s'en fout ». Et elle part en 1907 pour être élève de Max Planck, un autre grand scientifique qui était très constant. Et l'université, à cette époque-là, n'était pas encore ouverte aux femmes. Et Lise Meitner doit demander l'autorisation au professeur Planck pour assister à ses cours. Et Planck, à l'époque, disait l'éducation des femmes à ce niveau d'études, non, sauf exception. Et il accepte Lise Meitner. Évidemment, il accepte Lise Meitner, mais elle est reléguée dans un laboratoire au sous-sol, dans un petit laboratoire le plus minable et le plus loin de tout. En 1912, elle travaille avec Otto Hahn. Elle est embauchée dans un nouvel institut qui vient d'être créé, un institut de chimie. Elle le rejoint d'abord sans salaire, puis après en tant qu'assistante de Max Planck. C'est vraiment une femme qui avait une volonté d'aller au bout et d'apprendre et de développer sa connaissance et ses compétences. En 1917, donc en à peine 5 ans, elle devient directrice du département de physique de son institut. Elle continue à collaborer avec Otto Hahn. Et ensemble, ils découvrent plusieurs isotopes, notamment le protactinium en 1918.
et elle s'intéresse au rayonnement bêta et gamma. Finalement, en 1938, elle a fait une découverte fondamentale sur un projet qui s'appelait Uranium, et c'est la femme qui est la première à trouver le principe de fission nucléaire qui a débouché sur tout le nucléaire que l'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, on est en 1938, on est sur Hitler, la guerre. Lise Meitner est à la fois juive et autrichienne et femme, donc elle cumule pas mal. Et elle s'enfuit en Suède tout en continuant ses travaux avec ses collègues masculins. Pourtant, en 1944, ses deux collègues masculins, Otto Hahn et Fritz Strassmann, obtiennent le prix Nobel de chimie, sans Lise Meitner. Pourtant, Lise Meitner a été nommée 3 fois pour recevoir 3 prix Nobel différents en fonction de toutes ses découvertes. Et elle est devenue un peu le symbole de la femme refoulée des Nobel, puisqu'elle a fait des découvertes extraordinaires sans jamais être récompensée. Je vais vous parler maintenant de la conquête spatiale. La conquête spatiale, on connaît tous Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Ce qu'on ne sait pas, c'est que sans un groupe de femmes qui a travaillé derrière, jamais l'homme n'aurait mis le pied sur la Lune à ce moment-là. Il a fallu 47 ans au gouvernement américain pour le reconnaître et les récompenser, et encore à l'américaine, c'est qu'il a fallu faire un film qui rende hommage à ces femmes-là pour pouvoir leur donner la récompense et la légitimité qu'elles auraient dû avoir. Je vais mettre à l'honneur ces femmes-là parce qu'elles sont assez étonnantes. La première, c'est Sue Finley. Sue Finley, elle se fait embaucher par le Jet Propulsion Laboratory près de Los Angeles dans les années 50. Elle travaille dans un service qui est 100% féminin. Pourquoi? Parce que la femme qui en était propriétaire et qui dirigeait ce laboratoire disait « Jamais un homme n'obéirait à une femme » et donc elle n'embauchait que des femmes, qui en plus étaient sous-payées. Grâce au calcul de Sue Finley, on a pu construire des fusées, concevoir des carburants et développer les antennes pour relier les astronautes à la Terre. En 2019, elle travaillait encore, à l'âge de 82 ans, toujours salariée à la NASA. Margaret Hamilton, c'est cette jeune femme qu'on voit ici, qui a fait des avancées assez extraordinaires. Ce que vous voyez là, la pile à gauche, c'est le listing du programme qu'elle a développé pour la mission Apollo. Alors, il y a deux petites anecdotes. La première, c'est que c'était une fille célibataire, et elle venait souvent avec sa fille Lorraine, qui était toute petite, et sa fille Lorraine aimait s'amuser avec les ordinateurs. Et un jour, il y a eu un incident, c'est que de façon accidentelle, la fille Lorraine a lancé une procédure qui allait simuler le clash d'une mission Apollo. Et bien évidemment, elle s'est fait pas mal réprimander et moquer. Et elle a pris le truc de façon très pragmatique. Elle a dit, oui, mais écoutez, finalement, ok, ma fille n'avait pas à faire ça. Ok, ça fait une simulation d'un crash. Mais si ça s'était produit dans la vraie vie, finalement, on va prendre ce cas en considération et on va le traiter, on va l'analyser. Finalement, c'est une bonne chose. Et on lui a répondu, mais non, mais vous racontez n'importe quoi. Nos astronautes sont bien trop formés pour faire ce genre d'erreur. Ben, elle a bien fait parce que dans une mission Apollo 8, l'incident qui avait été déclenché et simulé par sa fille Lorraine s'est réellement produit. Et s'il n'y avait pas eu cet incident, eh bien, la mission Apollo 8 aurait explosé et fait des dégâts considérables. Toujours est-il que la mission qui a posé le pied sur la Lune, c'est Apollo 11. Et quelques minutes avant qu'Apollo 11 n'atterrisse, enfin n'allunisse sur la Lune, pardon, qui n'est pas une planète, à la surface de la Lune, eh bien, il y a eu des détecteurs qui se sont mis à mal fonctionner, à envoyer des centaines de signaux parasites et des mauvais signaux, et l'ordinateur a été complètement saturé. Et grâce au programme de Margaret Hamilton, elle avait eu l'idée de prioriser les messages et de finalement ne prendre que les messages importants et de ne pas prendre les messages parasites. Et c'est grâce à ça que la mission Apollo 11 a pu se poser sur la Lune. Après, une fois que ça s'était fait, eh bien, il n'y avait plus qu'à ouvrir la porte et dire c'est un grand pas pour l'homme, etc. Mais si
Margaret Hamilton n'avait pas fait tous ses travaux et tout son programme, jamais ça n'aurait fonctionné. La navette se serait crashée à la surface de la Lune. Margaret Hamilton, que voilà, en vrai, a été récompensée il y a peu de temps par Barack Obama, qui lui a remis une médaille très prestigieuse, je ne sais plus le nom de cette médaille, mais enfin, une médaille de très très haut niveau. Ma chouchoute, je suis désolé, j'ai mes préférences, c'est Katherine Johnson. Katherine Johnson, c'est une femme qui a un tempérament merveilleux, c'est une femme extraordinaire. Une grande mathématicienne, une femme capable de faire des calculs brillants et rapides. D'ailleurs, tellement rapide que quand il y avait un décalage entre un résultat de calcul fait par ordinateur et de calcul fait par un humain, eh ben, on demandait à Katherine Johnson quel était le vrai résultat et on se fiait à ce qu'elle disait. C'est-à-dire, y compris contre le résultat calculé par l'ordinateur. Katherine Johnson, que voilà un peu plus jeune, alors, elle ne va pas fêter ses 101 ans, malheureusement, elle est décédée cette année, il faudra que je réactualise cette diapo, elle est décédée au mois de février, à l'âge de 101 ans. C'est un ingénieur, elle est réputée pour ses calculs infaillibles, et en 1939, elle a également une double peine, c'est qu'elle est à la fois femme et noire, et elle vient de Virginie occidentale, donc des États du sud de l'Amérique en pleine période de ségrégation. Et elle porte plainte contre l'État en disant moi, je veux, en tant que femme afro-américaine, poursuivre mes études à l'université. Elle fait partie des 3 étudiants qui ont gagné le procès contre l'État. Elle se pointe à l'université, seule femme et presque seule noire. Et elle fait des études brillantes de mathématiques, de physique, de tout ça. Elle a travaillé pendant très très longtemps. Elle a travaillé notamment sur les problèmes de trajectoire. Et c'était une femme absolument étonnante. Il y a eu un film qui lui est dédié. Allez le voir, c'est vraiment un beau film. Il y a une scène qui est culte où elle se fait disputer parce qu'elle arrive en retard et elle explique que comme c'est la ségrégation, eh bien, elle, pour aller aux toilettes, elle peut pas aller dans les mêmes toilettes que les autres. Elle est obligée d'aller aux toilettes qui sont à 20 minutes beaucoup plus loin et d'anticiper, c'est ce qui explique ses retards. Et son chef prend une masse, c'est une scène authentique, hein. Il détruit le panneau à coups de masse pour personnes blanches seulement. Et il a cette phrase qui est célèbre, en tout cas. Il a dit, ici, à la NASA, tout le monde pisse de la même couleur. Voilà. Et il a supprimé les WC pour noirs et les WC pour blancs après cet incident. C'est une scène authentique. Elle a eu son doctorat 75 ans après la fin de ses études. La voilà ici avec la même récompense que Margaret Hamilton, récompensée par Barack Obama. Et c'était une femme qui était absolument étonnante. N'hésitez pas à suivre ce qu'elle a fait et sa vie. C'est une belle histoire. En astronomie, c'est un peu pareil. Je vais juste vous citer Cecilia Payne. Cecilia Payne, c'est une femme qui a été nommée, la première femme d'ailleurs, qui a été nommée chef du département d'astronomie de Harvard en 1956. Donc Harvard, quand même, c'est pas rien. Et pourquoi? Parce que en 1925, alors que tout le monde pensait le contraire, elle a été la première à envisager la structure des étoiles et dire que les étoiles étaient majoritairement composées d'hydrogène. À l'époque, le consensus scientifique ne disait pas ça. Et malgré l'opinion, malgré le consensus, malgré les obstacles, elle a maintenu sa position et il s'est avéré qu'elle avait raison. Je vais vous parler maintenant de médecine et de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, c'est une scientifique brillante qui fait ses études en Angleterre, qui est venue travailler 1 an en France, où elle a appris tout un tas de techniques. Et elle n'était pas tellement appréciée par ses collègues masculins, qui l'appelaient la Dark Lady. Et elle travaillait sur la structure de l'ADN. À cette époque-là, on ne connaissait pas la structure de l'ADN. Elle a mis au point une technique d'imagerie, notamment grâce à tous ses travaux appris en France et tout ce qu'elle a appris aussi en Angleterre, hein, et ses calculs mathématiques, son cerveau, etc. Et elle a fini par réussir à filmer un brin d'ADN, c'est ce qu'on appelle la photo 51, que vous voyez à droite. Il y a des collègues masculins qui travaillaient avec elle, qui ont vu cette photo et qui en ont déduit la structure de l'ADN en double hélice.
Alors évidemment, cette structure de l'ADN, sans la photo, eux, leur propre résultat était très très loin de ce résultat-là. Mais grâce à la photo de Rosalind Franklin, ils ont pu mettre en évidence la structure en double hélice de l'ADN. Toujours est-il qu'en 1962, donc elle est décédée en 58, Rosalind Franklin. En 1962, ses collègues qui lui avaient volé ses travaux et sa photo ont tous les trois reçu, collègues hommes bien sûr, ont tous les trois reçu le prix Nobel de médecine. Donc ces hommes-là sont James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins. Et c'est à eux que la science a attribué la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. Les Nobel se sont excusés un peu parce qu'ils étaient mal à l'aise avec cette histoire de photos volées. Ils ont dit oui, mais jamais on a donné de Nobel à quelqu'un décédé. Or, Rosalind Franklin était décédée en 58. Le Nobel a été donné en 62. Voilà, pensez-en ce que vous voulez. Moi, j'ai une opinion qui est un peu arrêtée là-dessus. Voilà, je trouve dommage qu'on n'ait jamais rendu hommage à Rosalind Franklin. Enfin, pour terminer, il y a trois personnes dont je voulais vous parler qui sont pour moi des inclassables. La première inclassable, c'est Eddie Lamar. Eddie Lamar, c'est cette femme-là que vous voyez, qui a commencé sa carrière à Hollywood comme actrice. Elle était considérée comme une des plus belles femmes du monde et elle faisait du cinéma. Cette actrice, c'était plus qu'un joli visage, c'était aussi une brillante scientifique, une chercheuse, diplômée, reconnue. Et sachez que c'est grâce à elle que tout ce qui est à l'origine du Wi-Fi, du GPS et de la téléphonie mobile, eh bien, c'est grâce à ces travaux qu'on peut bénéficier aujourd'hui de ces trois grandes avancées technologiques. Donc, la prochaine fois que vous utiliserez le Wi-Fi, votre GPS ou votre téléphone mobile, sachez que c'est grâce à une femme qu'on doit ça. Et quelle femme? C'est la très jolie Eddie Lamar. La deuxième femme dont je voulais parler, qui est inclassable, c'est Temple Grandin. Temple Grandin, elle est née en 1947, donc milieu du XXe siècle, à Boston. Elle est autiste et à l'époque, les parents, elle marche très tard, elle parle très tard. À l'époque, les médecins avaient dit, écoutez, votre fille, elle a sans doute des dommages cérébraux. Euh, voilà, ça va être difficile pour elle de faire quelque chose dans la vie, quoi. Et malgré ça, vous avez compris que c'est une personne qui a le syndrome d'Asperger, donc avec une intelligence supérieure et finalement des capacités totalement hors normes. Et finalement, grâce à son travail, son courage et son entourage aussi, elle va faire des études jusqu'au doctorat. Elle est très intéressée par la recherche, notamment sur le syndrome d'Asperger. Son cerveau a été utilisé en radio, en imagerie, pour faire beaucoup d'expériences. Et elle s'intéresse également à la cause animale, à laquelle elle est extrêmement sensible. Elle est tellement sensible qu'en 1980, elle monte une entreprise qui vise à soulager la souffrance des animaux destinés à l'abattoir. Et très vite, on considère que ces travaux sont remarquables, ces propositions sont remarquables. Et en 2012, donc en 30 ans à peu près, on considère que la moitié des abattoirs bovins d'Amérique du Nord sont équipés du matériel qu'elle a conçu. Toujours dans les anecdotes, il y en a une que je trouve amusante, c'est qu'elle a inventé une machine à câlin pour les personnes souffrant du syndrome d'Asperger ou qui ont des angoisses. Et c'est cette machine à câlin qui a été développée à plus grande échelle pour apaiser les animaux destinés aux abattoirs. Donc elle est très impliquée dans pas mal de... Enfin, elle est très militante et elle a fait pas mal de choses vraiment intéressantes. Mais l'idée de la machine à câlin pour calmer les personnes hypersensibles, je trouve ça, c'est un petit clin d'œil pour tous les médecins. Enfin, la dernière, c'est Henrietta Lacks. Henrietta Lacks, c'est quelqu'un de très particulier. C'est une femme noire qui travaillait dans les champs de tabac dans le sud des États-Unis, en pleine ségrégation, hein. Donc, la plupart des hôpitaux sont interdits aux Noirs. Et elle se plaint de douleurs, d'une boule dans le ventre, et on l'accueille.
et finalement, on lui détecte une tumeur. Ce qui étonne les médecins, c'est qu'il l'avait vu quelques semaines avant, lors d'un accouchement de son 5e garçon, je crois. Et quelques semaines avant, elle n'avait rien. Et les médecins sont surpris en disant, mais comment cette femme qui n'avait rien peut se mettre à développer un cancer généralisé avec des métastases dans tout le corps? Les médecins demandent à prélever ces cellules cancéreuses et son médecin refuse l'autorisation de prélèvement. Malgré le refus, il y a des médecins qui font quand même le prélèvement sans rien dire. Toujours est-il qu'à l'époque, on ne savait pas reproduire des cellules cancéreuses pour faire de la recherche. Quand on prenait des cellules cancéreuses, elles mouraient. On les mettait en culture dans des boîtes de pétri. En général, en moins de 24 heures, les cellules mouraient. Et pour la première fois, grâce aux cellules d'Henrietta Lacks, on a pu reproduire des cellules cancéreuses et faire de la recherche. Alors, ça donnait lieu à tout un tas de découvertes. Le fait de pouvoir rendre de la cellule vivante et la laisser se reproduire, ça a permis de tester tout un tas de traitements, de faire tout un tas d'expériences. Donc on lui doit indirectement et avec sa contribution involontaire la mise au point du vaccin contre la polio, le décryptage des tumeurs et des virus, la mesure des effets de la bombe atomique, la fécondation in vitro, le clonage, la thérapie génique, etc. Aujourd'hui, on considère qu'il y a un peu plus de 64 000 études qui se font sur les cellules d'Henrietta Lacks. On considère qu'elle a produit à peu près 50 millions de tonnes de cellules cancéreuses à des fins de recherche. Et on a donné un nom à ces cellules, on les appelle HeLa, H-E-L-A, H-E pour Henrietta, HeLa pour Lacks, on lui a donné le nom à ces cellules. Voilà, alors en conclusion, je suis content d'avoir présenté ces quelques femmes parce que je trouve qu'elles méritaient d'être connues et souvent elles ne le sont pas assez. Même la très grande Marie Curie, je pense qu'elle n'est même pas connue assez dans tout ce qu'elle a fait. Et peut-être que vous allez croire que j'ai juste mis le focus sur, comme ça, 5-6 femmes, parce que dans toute l'histoire, il n'y en a que 5-6 qui méritaient d'être classées grandes scientifiques. En fait, voilà, j'aurais pu citer toutes les femmes qui sont là. Toutes ces femmes-là ont fait des contributions et des apports majeurs à la recherche, à la science, et toutes étaient des grandes scientifiques. Voilà, je vous remercie tous, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, on peut en parler. En tout cas, moi, ma conclusion personnelle, et je cible Mégane en particulier, Marie, ça serait bien, c'est, ben voilà les filles, faites de la science, quoi. Et vous, les parents, dites à vos filles de faire de la science. Il n'y a aucune raison qu'elles n'en fassent pas. Elles nous ont tous donné de grandes leçons et montré qu'elles étaient brillantes dans les sciences aussi.